La semaine dernière, on a parlé des dApps, ces applications décentralisées qui fleurissent sur le Web 3, l'Internet de la valeur, aujourd'hui incarnées par les applications de la DeFi, la finance décentralisée. On le disait, avec ces dApps, les DAO, les organisations autonomes décentralisées font souvent la paire. À travers ces dernières, les communautés prennent des décisions au sein des protocoles et des dApps et sont donc essentielles au mécanisme de décentralisation. Est-ce une réelle révolution? Comment ça marche et à quoi ça sert? Voyons tout cela avec Mark Zeller, l'homme qui implémente les suggestions de la communauté dans le protocole AAV. Une organisation autonome décentralisée, de l'anglais Decentralized Autonomous Organization, couramment abrégé en DAO, est une organisation automatisée dont les règles de gouvernance sont inscrites de manière immuable et transparente sur un registre distribué. Il s'agit d'une application décentralisée qui fonctionne grâce à un ou plusieurs smart contracts. Déjà, ce que c'est la définition, c'est que c'est une entité décentralisée autonome, ce qui veut dire qu'on a la gestion d'un projet ou d'un protocole qui se fait directement par des smart contracts. Dans 99% des cas, c'est sur la blockchain Ethereum ou un des dérivés de la technologie Ethereum. Et en fait, ce que permet la technologie des smart contracts, c'est que l'évolution du code et du protocole peut se faire de manière décentralisée également. Et du coup, on peut avoir des votes et pour faire évoluer les protocoles. Donc, par exemple, ajouter un nouvel actif sur le protocole AV, modifier la courbe des taux d'intérêt sur le protocole, ce genre de choses qui sont des décisions critiques. Et au lieu que ce soit une entité centralisée comme l'équipe AV, comme Stanley, notre CEO, ou quelqu'un quelque part, ce soit les gens qui possèdent le token de gouvernance qui puissent voter s'ils sont en accord ou pas avec ces propositions de modification du protocole et même proposer eux-mêmes des modifications parce qu'ils les ont codées eux-mêmes et que du coup ils le soumettent au vote à ce qu'on appelle la gouvernance, que ce principe de décision décentralisée. Et là où ça devient vraiment intéressant d'un point de vue technique, c'est que ces votes et l'application des résultats du vote se passent du même mouvement, puisque la DAO va s'auto-auditer par les résultats du vote. Ce process-là, chez AV, dans notre DAO et dans la gouvernance AV, on l'appelle AIP, AV Improvement Proposal, proposition d'amélioration du protocole AV. Et c'est un processus qu'on retrouve dans la plupart des acteurs majeurs, ce qui permet d'avoir un protocole qui continue d'évoluer sans intervention humaine centralisée. C'est le fameux test de est-ce qu'un protocole est une DAO ou pas. On parlait en off juste avant que tu actives l'émission qu'il y avait des bureaux AV. Moi, j'y suis jamais allé, mais effectivement, il y a des bureaux AV. Et ce fameux test de savoir si une DAO est vraiment une DAO, imagine demain, il y a une météorite qui tombe sur les bureaux AV et toute l'équipe disparaît. Est-ce que le protocole AV continue de fonctionner? La réponse est oui, puisqu'il est décentralisé. Et est-ce que le protocole AV peut continuer d'évoluer et de s'améliorer même si toute l'équipe disparaît du jour au lendemain? La réponse est oui, car il y a cette gouvernance qui est décentralisée parce que AV est une entité autonome décentralisée, une DAO. Voilà pour les présentations. Pour se rapprocher d'un système existant, on pourrait dire qu'une DAO se rapproche d'une société par action traditionnelle. Une DAO utilise pour cela un système de parts ou d'actions qui sont représentées par des tokens, comme le AAV avec marque pour AAV ou le COMP pour son concurrent Compound. Dans ce modèle, chaque jeton donne un droit de vote sur les décisions prises par le protocole et peut, dans certains cas, fournir une rémunération comparable aux dividendes. Alors, est-ce qu'on ne serait pas simplement en train de reproduire un système qui existe depuis des décennies dans la finance traditionnelle? Moi, je pense que ça modifie pas tout, les DAO, dans le sens du rapport, parce qu'on reste dans un modèle qui est un modèle qui a fait ses preuves en plusieurs siècles de finance, hein, que plus tu as de jetons de gouvernance, plus tu vas avoir de pouvoir de vote. Dans la finance traditionnelle, tu as aussi cette délégation des votes.
Donc, tu as des représentants de petits actionnaires dans la plupart des entreprises du CAC 40 qui sont écoutés ou pas, hein. Ça dépend de l'entreprise et de la volonté du CEO de paraître sympa avec ses petits actionnaires. Mais ça existe et tu peux avoir une voix dans le monde de la finance traditionnelle. Après, pour tous ceux qui ont un PEA, et ça représente beaucoup de Français qui nous écoutent, si vous avez des actions à Orange, vous allez recevoir tous les ans ou deux fois par an votre invitation à l'Assemblée générale et vous pouvez vous déplacer dans un lieu physique, enfin pas l'année dernière, mais généralement, pour voter oui ou non sur les trucs. Bien sûr, si vous avez une action, vous pouvez voter ce que vous voulez, ça compte pas vraiment. Si vous êtes le représentant de 1 million d'actions, ça poussera un petit peu plus. Mais je trouve que ces interactions, elles sont ultra limitées dans la finance traditionnelle. Dans une DAO avec des tokens de gouvernance qui ne sont pas des actions, ce ne sont pas des titres de propriété d'un protocole, c'est vraiment des pouvoirs de vote et des pouvoirs d'évolution d'un protocole, c'est deux mondes différents, mais on a quand même cette interaction qui est constante. Ce principe de démocratie liquide qui est constant avec la délégation des votes qui se fait on-chain, c'est-à-dire que si je trouve que Cryptost, c'est hyper intéressant et qui devrait avoir ma voix sur le protocole AV, sur le protocole Compound, MakerDAO, etc. Je peux déléguer mes votes, mais après, si je vois que au final, ils votent que pour le T-Fuel, pour bénéficier un des membres de l'équipe, là, à tout moment, je peux retirer mes pouvoirs de vote. Et du coup, c'est complètement liquide, ça peut s'enclencher et s'arrêter à tout moment. Et surtout, n'importe qui, moi, c'est un truc qui m'intéresse énormément et que je trouve remarquable dans le monde de la crypto, c'est que n'importe qui peut aller dans les forums de gouvernance à tout moment et proposer une idée. Et c'est quand même la communauté, la crypto, et notamment les DAO. On a vu des gens qui sont pas connus, des gens qui sont pas connus dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que et souvent ils sont anonymes, on connaît ni leur nom, ni leur prénom, ni leur visage, ni où ils habitent. Donc vraiment des gens, on ne sait pas s'ils sont riches ou pas, s'ils sont puissants ou pas, s'ils sont éduqués ou pas, s'ils ont fait les bonnes écoles ou pas, et qui vont avoir des propositions. Ces propositions seront jugées pour leur valeur intrinsèque, puisqu'on a retiré tous les trucs de qui est celui qui parle, quel est le patrimoine de celui qui parle. Et ces personnes-là, ces profils-là peuvent fédérer tout un groupe autour d'eux et devenir des personnalités et des représentants relativement puissants dans ces DAO. Un grand exemple de ça, c'est Money Supply. Money Supply, personne ne connaît sa tête. Personne sait combien de tokens il a parce qu'il gère très bien sa vie privée. Donc, on ne sait pas s'il est très riche ou s'il est lambda. Ça fait tellement de temps qu'il est dans la crypto que j'imagine que tout va bien pour lui au niveau patrimoine. Mais bon, on ne peut pas le savoir. Et c'est quelqu'un qui a une influence réelle sur MakerDAO, sur AV, sur Compound, et qui est dans la plupart de la DeFi quelqu'un d'extrêmement reconnu. Et ce type de profil-là, je ne pense pas qu'il puisse exister dans les finances traditionnelles. C'est vraiment une manière différente d'aller voir vraiment le côté intrinsèque des choses, et n'importe qui peut y participer s'il y a une vraie plus-value à cette participation. Autre différence, on l'a dit, une organisation décentralisée ne peut pas être arrêtée ou fermée par un ordre administratif, sauf si une clause a été prévue à cet effet dans le smart contract lors du déploiement. Toutes les opérations sont transparentes, ce qui permet à tout le monde d'auditer l'organisation et de vérifier que tout fonctionne bien. Enfin, une DAO est de facto internationale et ouverte à tout le monde. Pour faire un peu d'histoire, la première DAO à avoir vu le jour est Dash en 2015. Les actionnaires de l'organisation autonome décentralisée de Dash sont les masternodes, ces nœuds maîtres qui prennent en charge les fonctionnalités spéciales de la crypto-monnaie. Chaque masternode a donc un droit de vote égal pour intervenir dans les décisions relatives à Dash, comme la direction à prendre pour modifier la crypto-monnaie ou l'allocation des fonds pour le système de trésorerie. Sur Ethereum, la première DAO est le fameux projet The DAO, fondé en 2016. L'objectif de The DAO était d'organiser le financement de l'écosystème en récupérant les fonds au sein des contrats et en les redistribuant à différents projets selon le vote des détenteurs du jeton The DAO. Cet objectif était décliné en 3 fonctions: évaluer les projets soumis, décider ou non de financer ces projets et distribuer les fonds.
La DAO était constituée d'actionnaires, les détenteurs du jeton, et de prestataires qui devaient se charger de proposer des projets à The DAO et s'ils étaient financés, de financer les biens et services relatifs à ces projets. Malheureusement, ce projet n'a jamais été mis en application car il a subi un piratage le 17 juin 2016 dans lequel une personne a pu s'emparer de 3,6 millions d'Ethers, soit près de 50 millions de dollars de l'époque, grâce à une faille découverte dans le code du contrat. À la suite de ce piratage qui détournait ainsi plus de 4,4% de la quantité d'Ether en circulation, les principaux meneurs d'Ethereum ont décidé d'annuler purement et simplement l'événement en modifiant manuellement l'état de la chaîne. Cela a provoqué une scission, un hard fork entre Ethereum qui procédait à ce changement et Ethereum classique qui a décidé de ne pas le faire. On parlera de l'histoire de ces forks dans une prochaine vidéo. Outre ce grand pan de l'histoire d'Ethereum, lorsqu'une action est effectuée ou que le vote d'une communauté de la DAO est effective, personne ne peut revenir en arrière ou empêcher la mise à jour du protocole ou de la DApp. Exactement. Et en fait, ça passe techniquement dans le smart contract. En fait, le vote est une demande, d'un point de vue technique, une demande au smart contract de implémenter des changements. Et en fait, s'il y a une majorité de oui dans ce vote, eh bien, le changement est implémenté directement. Et du coup, le protocole évolue. Il n'y a pas de différence dans une véritable DAO entre un vote et son exécution. Puisque si le résultat du vote est oui, alors le contenu du vote est exécuté et le protocole évolue. Bien sûr, si c'est non, il n'y a aucune exécution, le smart contract ne s'applique pas, enfin ne va pas appliquer cette décision et on revient au statu quo antérieur au vote. Alors, dans cette DAO où la communauté joue un rôle central dans la prise de décision, quel est le rôle de l'équipe et notamment ton job, Marc, au sein de AAV? Alors moi, mon rôle, comme tout ce qu'on fait open source, il est remplaçable. Et d'ailleurs, moi je dis souvent, si je fais très bien mon travail, dans pas longtemps, je serai viré. Parce que le but du jeu, c'est que la partie que je fais devienne de plus en plus inutile, dans le sens où déjà tout le monde peut le faire, mais il faut qu'elle devienne tellement facile à faire que tout le monde, même ceux qui n'ont pas de compétences techniques et de développement, puissent le faire. Et donc, ma partie, c'est de transformer une idée, un consensus de la communauté, comme par exemple ajouter un nouvel actif sur le protocole AV, en quelques lignes de code qui vont être compréhensibles par le smart contract et qui vont être compatibles par le vote. Donc, en fait, entre un tas de mots humains dans un forum de gouvernance et quelques lignes de code qui sont compréhensibles par le smart contract, là, il y a une intervention qui se fait par l'équipe AV ou pas. Parce que, en fait, comme c'est open source et que tout le monde peut le faire, il y a de plus en plus d'AIP qui sont écrites par des équipes extérieures. Le premier exemple de ça qu'on a eu, c'était CRV à l'époque. L'équipe de Curve a écrit eux-mêmes techniquement leur smart contract pour implémenter leur vote. Et en fait, ça devient petit à petit la majorité. Et je pense que dans pas si longtemps, ce sera la totalité des AIP qui seront faites par des gens qui ne sont pas de l'équipe AV. Les DAO sont des organisations dont le fonctionnement ne nécessite pas l'intervention d'un tiers de confiance, on l'a vu, et mettent en relation les gens de manière directe et transparente. Ces dernières peuvent être utilisées dans des situations variées et les possibilités sont nombreuses. Elles possèdent même un énorme potentiel dans le sens où toutes les entreprises, associations et coopératives pourraient être gérées de cette manière dans un avenir plus ou moins proche. Mais alors, comment informer la communauté sur les risques potentiels de certaines implémentations sans influer sur les résultats d'un vote? En somme, comment s'assurer que la communauté ne va pas créer et voter une implémentation pour, par exemple, minter des millions d'AAV et ainsi tuer le protocole? En fait, il faut déjà avoir confiance en sa communauté parce qu'une communauté, ça se construit. Et la communauté AV, elle est relativement ancienne hein, dans l'écosystème, puisque AV et son ancêtre Headland, c'est une aventure qui a commencé en 2017. Et c'est une communauté qui a eu la chance, j'ai envie de dire, ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir vécu plusieurs années de bear market. Et ça n'a pas été un succès. C'est comme Stanley disait dans un tweet il n'y a pas longtemps, il faut 10 ans pour être un succès du jour au lendemain. Et il y a vraiment eu cette période au début de la construction de notre communauté et de notre protocole, on a un peu construit dans le noir. C'était pas hyper intéressant pour beaucoup de gens, la défi. Beaucoup de gens savaient pas ce que c'était. Je parle de l'année 2018, une partie de l'année 2019, et ça a vraiment explosé à partir du milieu de l'année 2020. Et aujourd'hui, on a cette chance et ce confort incroyable d'avoir une communauté qui est très impliquée,
Et au final, il n'y a quasiment pas d'intervention, voire pas d'intervention de la BGN System dans nos questions de gouvernance. Un bon exemple de ça, c'est le tout dernier vote au moment où on enregistre, qui a eu lieu sur AV, c'est l'ajout du token RAI, RAI sur AV. C'est quelque chose qui n'a pas du tout été managé à aucun moment, ni au niveau du code, ni on a donné notre avis quand même à un certain moment en disant oui, au niveau du code, il n'y a pas trop de soucis, mais ça n'a pas du tout été managé par l'équipe AV. Genre, et, euh, et ils ont écrit leur IP, ils ont fait leur campagne pour avoir suffisamment de votes pour proposer l'ajout de ce token. Et au final, le token est ajouté dans le protocole. Et ça s'est fait de manière très décentralisée et très autonome. Et je pense que ça va être la majorité des choses. En fait, l'idée, quand tu fais de la défi, c'est de faire au maximum et le plus possible en sorte que le protocole puisse continuer sans toi. L'idée, c'est que tu es là pour aider à construire des fondations, aider à innover, tu es là pour proposer, mais tu es au service de la communauté. Et cette communauté détient ce protocole directement, puisque c'est toute l'idée d'avoir quelque chose de décentralisé. À partir du moment où tu as un seul gars qui dit ah bah non, moi je veux que ce soit comme ça et je m'en fiche de ce que pensent les autres, tout l'intérêt de la DeFi est perdu. Et lorsque la communauté participe activement à la gouvernance d'AAV via son forum, les acteurs peuvent être rémunérés? Oui, alors il existe différents programmes. Ce qui est live aujourd'hui, c'est la AV Grande DAO qui a eu un budget qui a été décidé par la communauté, qui est trimestriel, qui a une équipe qui ne fait pas partie de la VGE System, qui est l'idée par Sreyas, et qui font un bon boulot. Ils ont déjà distribué, je crois, 700 000 $ de grants à différents protocoles, dont des Français comme l'équipe de L2P, qui est assez intéressante. Et du coup, ils gèrent leur truc de manière complètement autonome. Hier, ils ont fait un community call sur Twitter Space, qui s'est bien passé également. Et ils ont leur budget qui est défini pour un certain temps dans un certain cadre par la communauté. Et à la fin de ce mandat, on dira, eh bien, la communauté décidera s'ils veulent continuer avec les mêmes personnes, s'ils veulent augmenter ou diminuer le budget. Et ça se fait sans aucune intervention de la Genesis Team. Il y a un autre projet qui est encore en train de se monter, mais qui est très proche d'être live, c'est la Risque DAO. Notamment qui a été poussé par Alex en interne que tu as rencontré et qui va s'organiser pour définir des modèles et faire évoluer les modèles de paramètres de risque sur le protocole et sur toutes les questions d'aura avec les price feeds et voir si on peut faire évoluer de manière plus décentralisée les modèles et les courbes d'intérêt sur AV pour qu'elles soient plus efficientes, pour que ceux qui déposent puissent gagner le mieux possible selon les règles du marché et ceux qui empruntent payent le juste prix. Et aussi faire en sorte que la collatéralisation soit à un niveau optimal entre la possibilité de prendre des positions et aussi le risque et l'exposition du protocole. Et donc ça se monte et ça aussi, ce sera décentralisé et ce sera une équipe à part qui fera évoluer les paramètres parce qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu rigides. Ils évoluent assez tôt au final, les paramètres, les LTV, les courbes d'intérêt. Et c'est bien d'avoir une équipe qui est dédiée à ça et qui pousse des propositions régulièrement pour s'adapter simplement aux conditions du marché, surtout dans un marché comme les crypto-monnaies qui évolue sans cesse et sans arrêt. On notera d'ailleurs qu'AAV a implémenté il y a quelques semaines un programme de liquidity mining sur son marché V2 afin de permettre à tout emprunteur ou fournisseur de liquidité de gagner des stakes AAV afin de participer à la gouvernance du protocole. Là aussi, pas sûr que les entreprises du CAC 40 ou des autres bourses internationales donnent des actions lors de l'utilisation de leur création. Sortons du domaine de la finance et intéressons-nous au domaine des élections et de la démocratie. Beaucoup imaginent que la blockchain et les DAO puissent changer la manière d'élire nos représentants. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer ça? Voter la démocratie réellement liquide, moi je pense que c'est
vraiment l'une des formes de démocratie les plus pures, puisque en fait, on ne va pas donner des mandats, des chèques en blanc à des représentants, mais on va vraiment pousser des propositions et pousser des actions. Et si les termes ne sont pas respectés, on peut à tout moment retirer son pouvoir de vote. Et en fait, du jour au lendemain, on peut arrêter de contribuer à quelque chose qui ne nous correspond plus. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant et qui devrait, s'il y a un intérêt à notre technologie, c'est qu'elle permet ça et ça devrait s'imposer dans la plupart des choses, avec un énorme bémol. L'énorme bémol, c'est que ça s'applique très bien à des formes de démocratie qui n'en sont pas, c'est-à-dire comme des votes d'actionnaires ou du vote où en fait on est dans un système où plus tu as de tokens, plus tu as de votes. Dès que tu veux rentrer dans la sphère de la réelle démocratie, c'est-à-dire le vote citoyen, dès que tu veux rentrer dans la sphère de la réelle démocratie, c'est-à-dire le vote citoyen, la blockchain n'est pas terrible du tout, puisque c'est très difficile pour des raisons techniques d'avoir une personne, un vote. Et du coup, c'est pas une bonne technologie la blockchain pour voter. Donc, les élections, j'y crois pas trop. Sur la justice, Cléros fait un travail remarquable sur la sélection des jurés et la game theory pour être sûr que les gens qui prennent les décisions soient alignés pour prendre la meilleure décision et qu'il y ait tout un système de garde-fous. Cléros, c'est vraiment le centre de gravité de la recherche sur ces questions-là et ils ont prouvé avec des centaines et des centaines de cas et de disputes qu'ils ont résolues que ça fonctionne. Donc ça, c'est ma première opinion là-dessus. Donc réponse oui, sauf sur le vote citoyen où là, attention danger. Et je pense que un bout de papier, une enveloppe en papier et une urne transparente en plastique, c'est quelque chose qui n'est pas remplaçable pour l'instant. Et c'est assez dommage qu'il y ait beaucoup de gens dans le milieu blockchain qui disent la blockchain va sauver la démocratie. Je pense que techniquement, ils n'ont pas tous les tenants et aboutissants pour dire ça. Et dernier point, Marc, qui donne du fil à retordre à une grande partie de l'écosystème, c'est la régulation. Est-ce que cette dernière peut freiner, voire tuer l'évolution des DAO et des dApps, ou est-ce qu'elle est au contraire nécessaire à son expansion? Moi, je pense que la régulation est nécessaire dans la forme où en fait ça permet d'offrir le cadre qui va permettre d'atteindre une certaine maturité de l'écosystème, puisque une fois qu'on retire les incertitudes, souvent c'est ça, c'est que quand on veut entreprendre, l'incertitude est plus complexe que la certitude avec des restrictions. Et du coup, avoir ce cadre qui permet à l'écosystème d'être plus mature et finalement de grossir et d'atteindre des phases d'adoption massive, c'est plus intéressant que notre système actuel où tout est un peu en zone grise et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On essaye d'avoir les meilleures attentions. Peut-être qu'on se restreint trop nous-mêmes en autocensure parce qu'on pense que les régulateurs sont plus sévères qu'ils ne le seraient réellement quand ils mettront en place des régulations. Il y a tout un tas de choses qui freinent la croissance de l'écosystème parce que la régulation n'existe pas. Donc moi, je suis plutôt de ceux qui appellent à ce qu'il y ait un cadre, quitte à après faire du lobbying pour que ce cadre devienne moins restrictif ou plus restrictif, hein, c'est selon les questions, mais probablement moins restrictif, et vraiment qu'on parte sur des bonnes bases et qu'on puisse grandir à l'intérieur de ces bases-là. Et je n'observe pas de volonté de nuire des agents régulateurs autour du monde sur les questions de finances décentralisées. Moi, je suis plutôt dans la réaction où ils essayent de comprendre. Ils essayent d'acquérir des compétences dans l'écosystème et ils essayent de placer des garde-fous pour les cas les plus extrêmes parce que au final, il faut garder en tête que le régulateur, le but du jeu pour lui, c'est de protéger l'utilisateur. Et une fois qu'il y aura une parfaite compréhension entre les porteurs de projets et les régulateurs qu'au final, on travaille exactement dans le même objectif, c'est-à-dire créer des systèmes financiers où en fait l'utilisateur est protégé parce que les actions mal intentionnées ne sont pas possibles puisque le smart contract ne le permet pas, puisque tout est décentralisé et on ne peut pas avoir une action unilatérale qui irait au contraire de l'intérêt de l'utilisateur. Une fois que les régulateurs
auront compris qu'on travaille dans le même sens, je pense que ça ira beaucoup plus vite et ça se passera mieux, beaucoup plus vite dans le temps des régulateurs, c'est-à-dire plusieurs années. Il ne faut pas déconner non plus. Ouais, en tout cas, ce sont des gros changements qui incarnent le Web3, ce fameux Internet de la valeur qui mobilise de plus en plus de capitaux. Et on sait notamment qu'AAV annoncera dans les prochains jours et intégrera sur son protocole une pool réservée aux institutionnels, mais qui sera drivée par la DAO justement, un signe fort de la direction que vous souhaitez prendre avec AAV pour les prochaines années. Voilà donc pour cette vidéo sur les DAO qui font la paire, on le rappelle, avec les DApps, les dApps dont on a parlé la semaine dernière dans la dernière vidéo. J'espère que cet échange vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.